Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. C'est un immense plaisir de vous accompagner pour quelques temps dans ce 19h50 pour suivre ce qui fait l'actualité. Sans plus tarder, les titres de ce lundi 5 juillet. Le Premier ministre Patrick Hachi a rencontré les professionnels de l'agriculture au sein de l'auditorium de la Primature. Au cœur des échanges, les défis de la transformation et l'implication du secteur privé. Ils sont plus de 300 000 candidats à se présenter aux épreuves du baccalauréat pour cette session 2021. Des épreuves qui se sont ouvertes ce lundi par la composition de français. La ministre de l'Éducation nationale a fait le déplacement sur le terrain. Ambiance et réaction dans ce journal. Et en Afrique du Sud, rebondissement dans l'affaire Jacob Zuma. Sous le coup d'une arrestation pour outrage à la cour pour refus de témoigner, l'ex-président s'est vu accorder une nouvelle audience. Le chef du gouvernement, Patrick Hachi, a rencontré dans la matinée les professionnels du monde de l'agriculture. Au cours de cette rencontre, il a pointé du doigt la nécessité d'accroître la production et de relever le défi de la transformation locale des matières premières. Salif Yalekwe, Harouna Zeba. Abidjan, plateau auditorium de la Primature. Ce lundi, le chef du gouvernement, Patrick Hachi, reçoit les professionnels de l'agriculture, des productions animales, des ressources halieutiques et de la chaîne agroalimentaire. Les bailleurs de fonds également prennent part à la rencontre. Objectif de ce cadre d'échange, relever les difficultés, apporter des solutions pour faire face aux défis du secteur agricole. Pour le chef du gouvernement, il est important d'opérer une véritable rupture. On a fini le combat de la production. Bien sûr, il faut améliorer la productivité, ça on le sait. Mais je dirais, parallèlement à l'amélioration de cette productivité, il faut commencer le combat de la valeur ajoutée, qui est un combat. Parce que c'est une guerre sur le marché, c'est une guerre pour vendre ces produits, c'est une guerre pour avoir la technologie. Il faut avoir le centre de recherche. Et je crois que si on est dans cet état d'esprit-là, honnêtement, dans 10 ans, vous ne reconnaîtrez pas la Côte d'Ivoire. Une dotation budgétaire spéciale de 131,5 milliards de francs CFA a été octroyée à mon département pour les filières légumières et maraîchères et les filières organisées. Ces ressources octroyées vont permettre d'adresser certains problèmes immédiats que connaissent les filières. Une rencontre fort appréciée par les professionnels du monde agricole qui plaident pour une banque dédiée au secteur. On n'a pas de banque agricole. Parce que, comme on le dit, vous voyez, on a des banques commerciales. On vous prête de l'argent le 1er janvier, vous commencez à rembourser le 1er février. Pour une culture qui met 18 mois, on veut que l'État mette en place une garantie au niveau des banques pour nous permettre d'avoir de l'argent, pour que les banques nous prêtent de l'argent et qu'on rembourse. La transformation sur place des matières premières agricoles reste l'important défi pour le secteur agricole qui occupe une place de choix dans l'économie ivoirienne. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a rencontré cet après-midi à son cabinet l'ensemble des attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire pour une prise de contact. Occasion pour Téné Birahima de décorer, au nom du chef de l'État, les attachés français et sud-africains en fin de mission. Le ministre d'État a par ailleurs annoncé remercier les attachés de défense pour leur assistance dans le cadre de la lutte antiterroriste. Yéli Traoré, Éric Kimou. Rencontre de prise de contact entre le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara et l'ensemble des attachés de défense accrédités auprès de la Côte d'Ivoire. C'était cet après-midi au ministère de la Défense. Cette cérémonie a également servi de cadre à la décoration des attachés de défense de la France et de l'Afrique du Sud en fin de mission en Côte d'Ivoire. Ils ont respectivement été élevés au grade d'officier de l'Ordre national et de chevalier de l'Ordre du Mérite. C'est avec un grand plaisir que je rencontre ce jour l'ensemble des attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire et que je décore au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, deux des vôtres en fin de mission dans notre pays. Je voudrais également remercier les récipiendaires de ce jour pour les mots de qualité, les mots pleins d'affection qui ont été adressés à l'égard de la Côte d'Ivoire et de ses responsables. Le ministre d'État a profité de cette rencontre pour réitérer les remerciements et la reconnaissance de la Côte d'Ivoire auprès des attachés de défense
pour l'assistance de leurs pays respectifs dans le cadre de la lutte antiterroriste. Vos différents pays ont toujours été aux côtés de la Côte d'Ivoire dans les moments difficiles de son histoire récente et nous avons pu toujours compter sur votre collaboration et votre assistance. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois confrontés à une menace planétaire qu'est le terrorisme. Le président de la République et le gouvernement ivoirien sont déterminés à maintenir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. À cet effet, une zone opérationnelle du Nord a été créée afin de mieux contrôler cette partie du territoire et mettre hors d'état de nuire les bandes criminelles et terroristes qui cherchent à s'y implanter. Outre les deux récipiendaires, la rencontre a vu la présence des attachés de défense des États-Unis, de la Chine, du Ghana et de nombreux autres pays africains. 312 771, c'est le nombre de candidats qui étaient attendus ce matin dans 504 centres sur l'ensemble du territoire national pour l'ouverture des épreuves du baccalauréat. Ils ont commencé par l'épreuve de français, un lancement suivi à Diaké et à Beaunois par la ministre de l'Éducation nationale. Nos reporters Nadia Ija et Eric Kimou ont pris la température pour vous dans 2 lycées de la capitale économique. Lundi 5 juillet, le coup d'envoi pour la composition des épreuves écrites du baccalauréat session 2021 est donné à Diaké par Marietou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous les encourageons à travailler, à ne pas tricher. Nous voulons juger la valeur intrinsèque de chaque candidat afin que le 27 juillet, ce soit des élèves méritants qui soient admis au baccalauréat. Une exhortation pour les 312 771 candidats qui composent dans 504 centres d'examen sur l'ensemble du territoire national. Parmi eux, ceux présents dans les 2 centres que compte le lycée moderne de Trècheville. Nous avons au total 1488 candidats. Tous les acteurs sont sur pied aujourd'hui. Il y a l'inspection générale, il y a les superviseurs DREN, DECO, partout. Ils sont tous là. Ici, comme dans les autres écoles où se déroule le baccalauréat, toutes les dispositions ont été prises pour réussir le taux de 0% de fraude. Depuis hier, avec Madame la DRENA, nous avons travaillé jusqu'à 20h30 et elle nous a donné des détecteurs de métaux. Nous étions au portail, nous avons contrôlé avec l'aide des forces de l'ordre. Dans l'ensemble, tout se déroule bien, les enfants se comportent bien. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu de cas de fraude. Je suppose qu'ils ont suivi les consignes de Madame la ministre. Première épreuve de la journée, le français, à traiter au choix par le candidat, le commentaire de texte, le résumé de texte ou encore la dissertation. Les sujets sont abordables. Moi, j'ai choisi la dissertation parce que je trouve ça plus abordable. Voilà. Et puis, je peux traiter ça. Il est 12h quand arrive la fin de ce premier test. Soulagés et confiants, les candidats quittent les salles d'examen. Je suis en première, je me présente au candidat libre pour passer le bac cette année, car je sais que je vais l'avoir. Je viens de composer en français, ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Le sujet n'était pas trop difficile, c'était acceptable. Selon moi, c'était abordable. Bon, au début, on était stressé, mais ça va. En tout cas, c'était abordable. Pour ces candidats qui espèrent intégrer le cursus supérieur à la rentrée prochaine, les enjeux sont de taille. Ils devront, pendant les 5 jours d'épreuve, faire valoir leurs connaissances afin de décrocher le précieux sésame au soir du 27 juillet prochain et peut-être faire mieux que le taux de réussite de 40,08% l'an dernier. Amadou Gon Coulibaly, le cœur et l'esprit, livre retraçant la vie du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet 2020, a été présenté cet après-midi à Abidjan en présence du chef du gouvernement Patrick Hachi et de nombreux membres de la famille Gon Coulibaly. Selon les auteurs Ziad Limam de Afrique Magazine et Venance Conan, directeur général de Fraternité Matin, il s'agit d'un récit de sa vie livré par Amadou Gon Coulibaly lui-même, une œuvre de 155 pages et 11 chapitres. Écoutons dans cet élément le Premier ministre Patrick Hachi est l'un des auteurs. Pour ce que je sais d'Amadou, Amadou ne se livrait pas, ni en esprit, ni en cœur, à qui n'avait pas su conquérir sa confiance, son amitié. Et il était relativement exigeant. Il était discret, il parlait peu,
Et si, à un moment ou à un autre, il a éprouvé le besoin de parler, et de parler de lui-même, ce qui est rare, il a dû certainement être encore plus difficile de savoir à qui il allait parler. Et d'avoir trouvé en Ziad et en Venance 2 personnes qui méritaient sa considération, son estime et sa confiance, pour qu'il puisse, dans la discrétion, se livrer à eux, mérite qu'on les applaudisse. Il y avait en lui 2 passions et 2 amours en même temps. Il était follement passionné et follement amoureux du président Alassane Ouattara. Ce livre est un livre inachevé, c'est de la matière brute, mais c'est sa matière. C'est ce qu'il voulait dire et on l'a laissé tel quel, sans exception pratique. C'est aussi l'homme d'une mission, c'était un homme de mission, et donc il a mis sa vie dans les pas du président Alassane Ouattara, et donc il y a aussi 30 ans de compagnonnage, plus de 30 ans de compagnonnage politique, et ce livre est aussi le récit de ce compagnonnage. Une organisation de jeunes bénévoles aura désormais pour mission de sensibiliser la jeunesse ivoirienne sur les dangers de la désinformation et les discours de haine en ligne. Cette campagne dénommée Les MeToo a été lancée aujourd'hui en partenariat avec l'UNESCO et le ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie. Un reportage signé Jean-Michel Quadio, Fulgence Kissiedou. Aujourd'hui, ce sont plus de 2 milliards de personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux. Éduquer les populations sur l'utilisation des médias et la manipulation de l'information pour faire barrière aux fake news et aux discours de haine. C'est cet objectif que des jeunes bénévoles se sont assignés en vue de lutter contre la diffusion de mauvaises informations. Formés pendant une semaine à l'initiative de l'UNESCO, ces jeunes bénévoles ont eu les rudiments nécessaires, à l'instar du fact-checking. Ce lancement était en tout cas vraiment une belle expérience pour moi. L'information, comme étant la personne qui la diffuse ou la personne au fait qui la transmet, nous sommes devant la loi, tous égaux pour les pénalités. Selon la représentante de l'UNESCO à Abidjan, le fact-checking demeure le pilier incontournable permettant de venir en aide à tous ces jeunes qui se perdent dans les émotions, qui distillent la haine et qui se transforment en adeptes de la mésinformation. Nous allons dans ces cas-là les outiller même à pouvoir faire du fact-checking dans lequel on identifie d'abord la source. C'est en sensibilisant la jeunesse sur l'importance de la vérification de l'information avant diffusion que le ministre de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a officiellement lancé la tournée de sensibilisation EmiTour. La cible la plus vulnérable, notamment sur les réseaux sociaux, c'est bien vous. Et c'est vous qui pouvez arrêter cela. Le 19 mai dernier, les fake news avaient occasionné 10 blessés, 6 véhicules calcinés et des magasins pillés, suite à une vidéo virale postée sur les réseaux sociaux qui faisait croire que les Ivoiriens faisaient l'objet de maltraitance de la part des Nigériens. Les peines des habitants de Maféré, dans le département d'Aboisseau, seront bientôt soulagées. La localité et ses environs qui souffraient d'un déficit en eau potable ont vu le lancement ce week-end de travaux d'alimentation par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. Des précisions de Salif Yalekwe. 2 phases de travaux à l'issue desquelles la production actuelle de 1584 mètres cubes par jour passera à 6864 mètres cubes par jour, permettant ainsi de couvrir les besoins en eau potable de la population de Maféré, estimée à 44 264 habitants. Pour atteindre ces ambitions, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a lancé des travaux samedi dernier. Cela contribuera d'une part à améliorer leur santé et d'autre part à réduire les corvées d'eau imposées aux femmes, aux enfants et particulièrement aux jeunes filles. Elles pourront ainsi désormais se consacrer à leurs études. Cette initiative a été fortement saluée par les populations à travers leurs élus, avec l'espoir de la fin du calvaire. Au nom des populations de la région en général et celle du département d'Aboisseau en particulier, je voudrais vous prier
Monsieur le ministre Laurent Tchaba, de transmettre au chef de l'État notre infinie gratitude et notre sincère reconnaissance. La première phase de ces travaux, d'un coût de 2,20 milliards de francs CFA, concerne les travaux d'urgence. Quant à la seconde phase, d'un coût global de 1 416 milliards de francs CFA, elle permettra de construire, d'équiper et de raccorder en électricité et en eau 3 châteaux d'eau, dont un de 500 mètres cubes à Maféré, 2 autres de 80 mètres cubes chacun à Mouyassoué et à Kongodjan. Le déficit en eau potable dans cette localité se manifestait constamment par des interruptions de la fourniture aux grandes dames des populations. Et le secteur de l'immobilier est lui aussi impacté par la cherté de la vie, malgré un plafonnement en mai dernier des prix du ciment par le gouvernement. Ces derniers continuent d'augmenter, des populations aux industriels, en passant par les promoteurs immobiliers. Tous appellent à une réaction du gouvernement. Brice Niawa et Tanguy Conan. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Monsieur, je voulais 2 paquets de ciment. Le paquet à 4 500. Ah mais monsieur, le ciment est vraiment cher. Mais c'est pas nous. Mais c'est pas vous, c'est qui? Mais c'est où on prend là? Allez, ah mais quand même. Là, on prend là-bas cher. Le ciment qui était à 2500, aujourd'hui on se retrouve à 4500. C'est vraiment trop. Venue acheter du ciment pour des travaux de construction, cette assistante de direction se rend compte de l'augmentation du prix du ciment. Surprise des nouveaux tarifs, elle ne pourra donc pas faire son achat. Les vendeurs disent que ce n'est pas eux, c'est là où ils prennent. Bon, finalement, on ne sait pas qui dit vrai, qui ne dit pas vrai. Mais ce matin, j'ai constaté que vraiment, le prix du ciment a vraiment augmenté. Tout comme Matine Touré, les promoteurs immobiliers et industriels se plaignent de la hausse du prix de la tonne de ciment, un fait qui pèse considérablement sur leurs activités. En faisant une construction, je crois qu'il y a des calculs à effectuer pour pouvoir bien faire le travail. Du coup, tu vois que le ciment a augmenté. Ce calcul a été fauché. Donc ça a un impact complet sur toute l'activité. Le ciment, en 2 mois, il a augmenté de plus que 25% de son coût. L'impact crucial, c'est la rentabilité, c'est le profit. Donc à part ça, peut-être que le problème, c'est que ça a donné à des spéculations, même chez les autres fournisseurs. Une situation face à laquelle ils demeurent tous impuissants. Ces opérateurs appellent donc à l'intervention de l'État afin d'éviter le pire. Comme on le dit, le bâtiment, c'est un moteur de l'économie. L'État doit jouer son rôle de régulateur du marché. La plupart des commerçants justifient cette inflation du prix du ciment par la crise sanitaire que traverse le monde entier, sans oublier la crise électrique que connaît la Côte d'Ivoire ces derniers mois. Mais il faut respecter les normes établies par le gouvernement sur les prix des marchandises, surtout quand ces prix sont concertés. Le ciment fait partie des produits que nous suivons au quotidien et dont on regarde l'évolution. Donc effectivement, ces dernières semaines, nous avons observé une hausse du prix du ciment. C'est vrai qu'il y a des problèmes, des causes exogènes, je veux dire la Covid, la crise sanitaire, la crise énergétique, sont des causes réelles, on ne peut pas les nier, mais ils ne peuvent pas justifier en tout cas cette ampleur. On s'est retrouvé avec la tonne de ciment à plus de 100 000 francs. Face à cela, le gouvernement a immédiatement réagi pour arriver à une baisse du prix de la tonne de ciment. Lorsque une mesure de plafonnement est prise, c'est dans l'intérêt du consommateur. C'est parce que le gouvernement veut protéger sa population. Le prix du ciment de type CPJ 32.5 est de 73 000 francs CFA TTC, la tonne, contre 80 000 francs CFA TTC au prix de détail pour Abidjan. Au-delà de 300 km, le prix au détail est fixé à 95 000 francs CFA. Quant à celui de type CPJ 42.5, le prix est de 75 000 francs CFA TTC la tonne, contre 90 000 francs CFA TTC, le prix de détail à Abidjan. Au-delà de 300 km, le prix au détail revient à 95 000 francs CFA.
En Afrique du Sud, la suite de l'affaire Jacob Zuma, l'ex-président sud-africain soupçonné de pillage de fonds publics. Le doute régnait ce lundi autour d'une éventuelle arrestation de l'ex-président condamné à 15 mois de prison ferme pour avoir refusé de témoigner. Il n'avait pas l'intention de se rendre. La Cour a accepté une nouvelle audience. Des précisions de Nadia Eja. Condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage par la Cour constitutionnelle, après avoir refusé à plusieurs reprises de témoigner dans le cadre d'enquêtes pour corruption d'État, Jacob Zuma a déclaré ne pas se constituer prisonnier. L'ancien chef d'État sud-africain de 79 ans avait eu 5 jours à partir de sa condamnation mardi dernier pour se rendre dans un commissariat, une injonction de la justice ignorée par l'ex-président qui a répondu par la désobéissance tout en sollicitant une révision de son jugement. Pas besoin que j'aille en prison aujourd'hui parce que nous sommes en train d'engager le dialogue avec la Cour constitutionnelle. Jacob Zuma a par ailleurs dénoncé sa condamnation qu'il juge abusive. M'envoyer en prison pendant le pic d'une pandémie à mon âge revient à me condamner à mort. La peine de mort a été jugée inconstitutionnelle en Afrique du Sud en 1995 au prix de nos propres sacrifices et de ceux de millions de Sud-Africains. Une nouvelle audience a été fixée au 12 juillet prochain. L'ex-président est accusé, entre autres, d'avoir pillé l'argent public pendant ses 9 années au pouvoir. Il avait été poussé à la démission en 2018 par son parti, puis remplacé par l'actuel président Cyril Ramaphosa. Et c'est la fin de ce journal présenté par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur NCI.